initiative qui a démarré voici plus de 8 ans. En 2008, une trentaine d'ostéopathes se sont réunis au sein d'une association, les dispensaires de l'ostéopathie. À raison d'une demi-journée par semaine, pris sur leur temps de travail, ils se rendent à la rencontre de personnes démunies, parfois sans domicile fixe ou qui l'ont été, afin de leur prodiguer des soins qui ne peuvent se payer de par leur situation financière ou dont ils n'ont même pas conscience d'ailleurs au départ de la nécessité. Jean-Philippe Faure et Enrique Garibaldi se sont rendus dans ces dispensaires de l'ostéopathie. Le cabinet d'ostéopathie de Jean-Michel restera fermé cet après-midi, car aujourd'hui c'est son jour de permanence dans cette maison de santé. Et en bas, vous avez mal, c'est plus d'un côté que de l'autre? Le côté gauche. En haut, c'est à droite et en bas, c'est à gauche. Ouais, c'est très sensible, dis donc. Oui. Cet ostéopathe, comme une trentaine de ses confrères, se relaie tous les mardis après-midi dans cette structure qui accueille des personnes qui sont à la rue pour palper des corps cabossés, abîmés par trop d'années passées dehors. Ces gens-là ont perdu un peu le contact avec les gens. On a plutôt tendance à s'en éloigner que s'en rapprocher. Donc déjà, le fait de les appréhender comme ça au toucher, comme ça, c'est très important. Imaginez de vivre comme ils vivent, là, ce qu'ils peuvent ressentir. Et tout ça, ça marque au niveau du corps. On retrouve beaucoup de dysfonctions qui sont dues à ça. Excuse-moi. Ce centre de soins, c'est un peu le dernier rempart, le dernier endroit où l'on soigne les bleus du corps et de l'âme. Une maison médicale où l'on n'a pas besoin de montrer patte blanche. Ici, tout le monde est accueilli sans distinction aucune. Sans papier, avec des animaux, avec des addictions, pas d'addictions, etc. Donc les gens arrivent, souvent adressés par l'hôpital. Un peu plus de 50% des gens qu'on reçoit, nous, c'est des gens qui viennent de l'hôpital. Sinon, c'est des structures sociales de Montpellier, qui nous adressent des gens qui ont des problèmes de santé. Des gens comme Dan, cet écrivain roumain et réfugié politique depuis près de 30 ans. Il souffre d'une maladie rare. C'est suite à une longue hospitalisation qu'il a trouvé refuge ici, dans cette chambre du rez-de-chaussée. Une chance dont il a bien conscience. Ça a été vraiment un miracle, qu'est-ce que je pourrais dire. Ils m'ont sauvé, disons, la deuxième fois la vie. Psychologiquement, j'ai trouvé, médicalement, j'ai trouvé une équipe formidable. Parce que sinon, c'était la rue, impossible de survivre à la rue. Effectivement, il n'y a rien pour des gens qui sont malades et à la rue. Il y a l'hôpital qui les prend en charge pour des soins particuliers, etc. Quelquefois, c'est compliqué à l'hôpital, ils ne peuvent même pas les garder comme il faudrait ou pas. Quelquefois, ils ne peuvent pas du tout les garder. Donc, cette structure de soins, c'est la seule qui prend en charge des gens qui ont des problèmes médicaux, de soins aigus et qui sont à la rue. Une structure montpelliéraine qui dispose, elle, de 13 lits de halte soins santé, un chiffre bien en deçà des besoins réels du terrain. Alors vous l'avez vu, cette initiative se fait dans le cadre de plusieurs missions de structures sociales et médico-sociales qui sont regroupées depuis une trentaine d'années au sein des CHRS, Centres d'hébergement et de réinsertion sociale, structures associatives reconnues d'utilité publique comme Adage et Regain sur Montpellier. Nous en recevons d'ailleurs la directrice Claire Pollard. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, plusieurs missions au sein de votre ensemble de structures qui sont regroupées depuis plusieurs années. Il y a un pôle handicap, il y a un pôle protection de l'enfance. On va plutôt parler aujourd'hui du troisième pôle dans lequel vous œuvrez, le pôle social. Pour ce dernier, il y a plusieurs dispositifs. Celui que nous avons vu d'ailleurs dans le reportage de la santé. Quel besoin à ce type de population qui sont SDF ou pas forcément SDF, qui peuvent être en situation difficile financièrement? Quels sont les types de difficultés que l'on retrouve au niveau d'abord de la santé? Une grande précarité qui fait que pour ces personnes qui sont, pour la très grande majorité d'entre elles, sans logement, sans hébergement, se soigner quand on est à la rue, en squat ou dans des conditions de vie difficiles, c'est un challenge et c'est vraiment compliqué. Donc, ils souffrent de quoi, généralement? De beaucoup de maux. Donc nous recevons, comme le docteur Da Silva le disait, plus de 50% des personnes sont orientées par le CHU.
Donc c'est essentiellement pour des problèmes d'orthopédie, des problèmes infectieux, mais aussi pour des décompensations de maladies chroniques, diabète, cancer, problèmes cardiaques. Alors un chiffre, 40% des SDF ne reçoivent aucune prestation sociale, 37% renoncent aux soins faute d'argent, c'est une enquête de Sans Domicile, l'adresse de 2012. Le premier travail, vous l'avez dit, c'est le CHU souvent, ou les docteurs parfois, ou une alerte, les maraudes, etc., qui vous dirigent les gens. Comment ça se passe? Premier contact, vous faites quoi? Donc nous, on est sollicités par en effet différents acteurs de terrain. Donc pour être accueillis sur notre dispositif de l'IELT Soins Santé, il y a un dossier d'admission à compléter avec un volet médical et un volet social. Et nous l'étudions toutes les semaines en équipe et on essaie d'être le plus réactif possible puisque notre taux d'occupation est à peu près de 100%. Ça, on va en parler de l'hébergement. C'est-à-dire vous faites un bilan santé d'abord quand vous les recevez et un bilan social, c'est ça? Voilà, donc les personnes donc sont accueillies. La première action, c'est faire en sorte que les personnes se sentent bienvenues, parce qu'elles sont souvent... C'est le contact humain, voilà, en fait. Tout à fait. Qu'elles puissent se poser, puisqu'on leur offre un hébergement, on leur offre le repas, l'accès à la douche, l'hygiène, la machine à laver, etc. Donc des conditions où elles sortent de l'urgence, la précarité. Et puis il y a un bilan médical qui est fait par l'équipe médecins et infirmiers. Et puis on va construire avec eux leur démarche de soins. Alors ça veut dire que vous les orientez vers des spécialistes, vers des médecins? Expliquez-nous. Voilà, donc il y a une évaluation santé et après on va les orienter, coordonner. Donc soit en faisant venir des infirmières libérales, des kinésithérapeutes, sur des les radios, sites, etc. Sur les sites carrément. Hein. Voilà, quand les personnes ne peuvent pas se déplacer ou c'est compliqué sur le site. Et puis après, ça va être les accompagnements vers les différents acteurs de santé, les consultations au CHU ou un certain nombre de démarches. Parallèlement à ça, il y a aussi tout le volet démarche sociale, puisque comme vous le disiez, il y a à peu près 60% des personnes qui arrivent n'ont pas de droits ouverts, dont une grande partie a des droits potentiels. Donc après, c'est à partir du moment où elles sont posées, on va pouvoir les accompagner. Ils ont des droits, simplement, ils n'ont pas fait les démarches, ils ne sont pas inscrits. Voilà, donc il y a un problème de domiciliation, de pièces d'identité, et puis après de démarches. Donc on a des conventions avec la Sécurité sociale, la CAF, qui permet d'accélérer le traitement des dossiers. Donc à l'entrée, on va dire qu'il y a à peu près plus d'un tiers qui n'a aucune couverture sociale, et à la sortie de notre dispositif, ils sont à peu près 5%. À pas avoir tout à fait encore de couverture sociale. Donc effectivement, vous avez gagné beaucoup d'accompagnement. L'accompagnement pour avoir cette couverture sociale, il y a aussi, vous l'avez parlé, l'accompagnement pour avoir en toit un hébergement. Vous avez des possibilités d'hébergement. Ça représente combien sur l'Occitanie et quel type d'hébergement vous avez ? Donc sur l'Occitanie, il y a à peu près 4000 places d'hébergement, dont la moitié sont des places d'urgence. Donc c'est plus de la mise à l'abri avec un petit accompagnement social. Quoi, des petits studios, des chambres? Donc après, ça va être soit des chambres, soit des studios, soit des logements dans la ville. Voilà. Donc il y en a sur à peu près tous les territoires de l'Occitanie, Montpellier, Alès, Nîmes, Béziers, Toulouse, Mende, Millau, etc. Donc il y a toute la région effectivement qui est irriguée comme ça avec des places d'hébergement. Combien de temps ces gens-là peuvent rester en hébergement? Parce que j'allais dire, ça peut être aussi la facilité de ne pas les inciter à se réinsérer socialement et à rester dans un hébergement. Donc suivant le cahier des charges, la mission va être différente. Sur les l'IELT Soins Santé, la priorité est aux soins. Donc la durée prévisionnelle doit être de 2 mois. Bien sûr, sous réserve de l'évolution de l'état de santé. Nous, notre moyenne sur Reguin, il a un peu moins de 3 mois. Sur d'autres dispositifs d'hébergement, sur l'insertion, la moyenne durée de séjour va être de 6 mois et sur l'urgence de 3 mois. Dans la mesure où l'urgence, on va plus viser la réorientation vers des hébergements un peu plus pérennes. Sur l'insertion, on va favoriser l'accès vers le logement. Voilà. En tout cas, nous, sur Reguin, sur nos places, on a à peu près, sur une moyenne de 6-7 mois, plus de 50% des sorties qui se font vers le logement. Donc c'est une belle victoire et pour montrer qu'on peut être sans chez soi à un moment donné et puis très rapidement rebasculer sur une vie comme tout le monde. Voilà. Merci Claire Pollard, directrice du centre hébergement et de réinsertion sociale Adage Reguin pour l'Hérault. Adage.net, c'est l'adresse pour en savoir un petit peu plus sur tous ces dispositifs au niveau de notre région, l'Occitanie, tant côté Languedoc-Roussillon que Midi-Pyrénées. Merci. Merci à vous. Près de la moitié